ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas pour démarrer directement, rentrer dans le vif du sujet, si nous dressions un bilan de cette année du Centre national de la cinématographie. Bilan, failles et perspectives. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on essaye de relancer un petit peu la cinémathèque. Le Centre algérien de la cinématographie gère environ une douzaine de salles à travers le pays. Le musée du cinéma, qui est la cinémathèque d'Alger, plus des salles de répertoire à travers plusieurs wilayas, dont Oran, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tlemcen, Béchar, etc. Quel travail et quelle aventure! Oui, c'est une belle perspective.
moi connaissais un petit peu le milieu du cinéma, la cinémathèque algérienne. Depuis toujours, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, Salim Aga. Peut-être, mais bon. Vous avez eu ça dans le biberon, quelques pellicules. Si on veut. Non, mais la cinémathèque, c'est un autre monde. C'est pas le monde du cinéma, de la production, du 7e art. La cinémathèque, c'est la mémoire. C'est la mémoire, c'est les archives, etc. Et pendant plusieurs années, on a essayé de faire de l'animation, de la programmation, mais on a un petit peu négligé la mission essentielle de la cinémathèque, qui est les archives. Aujourd'hui, la restauration. C'est tout un débat autour de ces archives. Oui, tout à fait. Vous savez, la cinémathèque algérienne a été créée en 1965 par Ahmed Hussein. Tout à fait. Et elle a été, disons, officiellement installée comme entreprise publique administrative en 67 par le gouvernement, et puis c'est devenu c'est la plus ancienne cinémathèque du monde arabe et d'Afrique, et l'une des plus importantes en matière de collection de films dans le monde. Elle était la deuxième après la cinémathèque française. Aujourd'hui, elle a un petit peu été rattrapée par d'autres cinémathèques, notamment la cinémathèque de Toulouse, mais aussi les cinémathèques européennes, la cinémathèque mais elle reste suisse. Une référence aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Mais il faudrait qu'on rattrape un petit peu en matière d'archives, de collection, parce qu'aujourd'hui, la mission de la cinémathèque, c'est avant tout les expositions. On a trop fixé les activités de la cinémathèque sur les projections de films, sur les hommages, sur les avant-premières, mais il y a un travail énorme qui peut être fait en matière d'exposition, parce que aujourd'hui, moi j'ai découvert d'abord quand je suis arrivé, qu'on avait un lot d'affiches énorme. Je pense que c'est le plus important lot d'affiches en Afrique. On a par exemple un lot d'affiches du cinéma égyptien que même l'Égypte ne possède pas. Donc c'est pour vous dire que le cinéma russe, il y a une collection énorme. On a des films, vous savez, pour l'histoire, Nourdine Louhal peut en parler, mais pour l'histoire, la cinémathèque algérienne a hérité de centaines et de milliers de bobines de films et d'affiches et même de photos quand le gouvernement à l'époque en 65 il a fermé les majors américaines de cinéma, la Paramount, la Warner, etc. C'était la nationalisation des entreprises de distribution et d'exploitation. Donc la cinémathèque a hérité de toutes des bobines, des films. C'est un travail énorme. On a un lot énorme de bobines de films russes que parfois on ne peut pas décrypter parce que c'est une langue slave et à la cinémathèque on ne maîtrise pas la langue slave. Donc on est en train de faire un travail de recherche et de travail avec peut-être les Russes pour découvrir des archives films, mais aussi travailler sur la mémoire collective du cinéma mondial. Salim Aga, l'héritage est une chose, et la conservation, la restauration, c'est tout un débat également. Oui, bien sûr. Il est question de pratiquement 50 ans d'archives, d'histoire et de mémoire. On a sauvé l'essentiel des bobines en les transportant à la Bibliothèque nationale. Il y a le 7e étage qui comporte tout un espace énorme de bobines de films 35 et 16 mm. Les bobines 16 mm restent les plus, disons, bien conservées parce qu'elles sont conservées dans des boîtes, des valises en carton. Et elles ont quand même gardé cette puissance. Et récemment, on a par exemple restauré et plutôt numérisé, grâce à la télévision algérienne, plusieurs films en 16 mm, dont quand on a fait un programme spécial Moussa Haddad, on a numérisé le premier film réalisé par Moussa Haddad en 67, qui était l'inspecteur mène l'enquête et qui a donné la naissance au duo l'inspecteur Tahar et l'apprenti. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait qu'on numérise d'abord, il faut qu'on restaure les films bobines 35 et 16 mm. Ensuite, on doit numériser et stocker dans des disques durs énormes, comme le font la plupart des cinémathèques dans le monde. Il y a un pan dans notre mémoire dont on a parlé il y a seulement quelques mois, ici même avec Faisal Ouaret, mais également Ahmed Bejaoui, à savoir 2 films qui ont été restaurés. C'est Tahia Yadidou, bien sûr, mais également, comment on appelle ça déjà, pas les vacances de l'inspecteur Tahar, Tahia Yadidou. Non, Tahia Yadidou a été le seul film qui a été restauré à l'époque grâce un petit peu à l'initiative de l'Union européenne, parce qu'il y avait un programme
de restauration. Le film de Aloueche, l'un des premiers, bien sûr. Non, qui mais raconte après, l'histoire il y a eu la cinémathèque algérienne, pour l'information, hein, la bobine de Tchia Didou, le négatif et la bande-son a été retrouvée dans les locaux de la wilaya du Centre algérien de la cinématographie. Par un simple hasard. Par un simple hasard, quand on fouillait, parce qu'il y a le stock de la wilaya, c'était là où étaient exposées toutes les bobines de films. C'est l'ancien stock de la Paramount, donc que la cinémathèque a hérité et qui sauvegardait toutes les bobines de films. Donc on l'a sauvé, on l'a emmené... grâce au concours de l'Union européenne, un petit peu, elle nous a orientés vers un laboratoire en Italie qui a un petit peu numérisé. Mais c'est l'État algérien qui a payé, le ministère de la Culture entre autres, à travers l'ONDA, qui a payé la restauration et la numérisation du film. Et le film a été présenté lors d'une avant-première, où je pense que vous étiez présent, d'une qualité. C'est l'un des films les plus demandés dans les festivals parce que c'est un film unique qui représente un petit peu, aussi bien on parle de jazz, puisqu'il a utilisé des musiques assez fantasmagoriques, mais aussi parce que le film est d'une beauté unique qui parle de l'Algérie. Parce qu'en fait, on parle de l'Algérie, on parle d'Alger surtout, le Bahja. Et il y a la poésie dans le film grâce à Momo. C'est une longue poésie. Voilà. Donc, il y a voilà. Donc c'est pour vous dire que... Mais il y a une opération aussi de numérisation des films qui a été entamée par le CNCA avec le laboratoire Éclair, et qui a commencé à numériser tous les films, Omar Gatlet, tous les vacances, etc. Je pense qu'ils sont arrivés à 12 longs métrages. On commence à numériser les films algériens. Mais par la suite, on peut numériser les films étrangers. Est-ce que vous avez réellement aujourd'hui les moyens de numérisation, de restauration, Salim Aga? On n'a pas encore les moyens de numérisation et de restauration, et je le regrette parce que il y avait assez d'argent dans les années début 2000, au milieu des années 2000. On a plus misé sur la restauration des salles que sur la restauration des films. Mais je pense que au ministère, ils sont conscients de cela. Nous sommes en train de travailler ensemble pour justement rattraper la chose et nous avons une mission et même une opération d'achat de matériel, notamment un scanner 35 et 16 mm et aussi une essuyeuse, parce que l'essuyeuse, elle est importante pour nettoyer les bobines, si on veut, pour la numériser, avant sa numérisation digitale. Sauvons nos salles de cinéma, il en sera question dans quelques instants. Moi, c'est sauvons nos films, et lui, c'est nos sauvons justement, c'est la raison pour laquelle on vous a invité tous les deux sur le plateau de ce soir. cultureclub@tv.dz. Sauvegarder, restaurer les films, c'est une chose, et les salles de cinéma de cela, nous, par exemple, juste après l'indépendance, vous savez... Juste pour donner un petit peu la parole à Nordine, qui... Mais pour une fois, ce n'est pas l'animateur qui interrompt l'invité. Voilà. Non, mais on a énormément restauré de salles, notamment les salles qui dépendent du ministère de la Culture. Il y a eu notamment les cinémathèques. Beaucoup de cinémathèques ont été restaurées. Actuellement, on a restauré la cinémathèque de Batna et même de Constantine. On a restauré aussi la cinémathèque d'Alger, de Tizi Ouzou, de Tlemcen, etc. Ça, c'est des initiatives quand les salles de cinéma appartenaient au ministère de la Culture. Malheureusement, comme va le dire Nordine, c'est une équation toutes les salles n'appartenaient pas au ministère de la Culture, donc elles étaient détenus par des privés ou des mairies et qui n'ont pas été, disons, pris en charge comme il fallait. D'accord. Restauration de salles, c'est une problématique, d'accord. Restauration, oui, mais pour y projeter quoi? Voilà, mais le problème, c'est que quand on restaure une salle et qu'on reste dans le projecteur 35 mm, on fait faillite parce que aujourd'hui tous les films sont projetés en DCP, en digital, numérisation, projection digitale, et vous ne pouvez pas ramener un film récent, par exemple les films comme le Joker ou les films comme Batman, etc., pour les projeter en 35 mm parce que ça n'existe plus depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, pour relancer les salles de cinéma, il faut les équiper en DCP. Alhamdoulilah, il y a quelques salles à Alger et un petit peu à Constantine qui sont équipées en DCP et j'espère que l'activité va être relancée. Il y a l'activité commerciale des salles de cinéma et il y a l'activité disons de cinéma, de cinéphilie qui existe au niveau de la cinémathèque. Donc le centre algérien, je le rappelle, pour rappel, juste pour continuer, je parle un peu plus que toi cette émission. Nous sommes deux animateurs. Voilà, donc juste pour préciser, la cinémathèque algérienne possède 3 salles qui sont équipées en DCP, la salle de Béjaïa, d'Oran et de Annaba.
Et on espère que les salles de Tizi Ouzou et surtout d'Alger soient équipées au cours de l'année 2020 en DCP. Très bien, donc le centre, je le rappelle encore une fois, de la cinématographie algérienne, vous le disiez au sommaire de l'émission, possède une douzaine de salles. Oui. Mais est-ce qu'elles convergent toujours dans le même sens? Est-ce qu'elles abordent les mêmes thématiques et les mêmes problématiques? C'est pas la même mission que les salles de commercial, parce que nous, on fait dans le classique. D'abord, Nordine le sait, notre ticket, par exemple, il est toujours de 70 dinars, alors qu'il y a des films qui sont projetés dans des salles commerciales en DCP à 700 dinars, c'est-à-dire 10 fois le prix du ticket de la cinémathèque. Nous, on est dans l'histoire du cinéma, dans le monde culturel, on est disons, des écoles de cinéma. Pour les jeunes qui veulent apprendre à voir, on ne peut pas faire de films, on ne peut pas réaliser des films si on ne regarde pas des films. Aujourd'hui, la majorité des jeunes cinéastes, enfin la majorité des cinéastes de maintenant, Merzaq Alouache et compagnie, ils ont été des amoureux de cinéma grâce à la Cinémathèque d'Alger. Ils venaient voir des films américains. Je vous disais, une véritable institution. Moussa Haddad, entre autres. Ils venaient faire leur formation. Voilà, c'est une école. Et je me souviens, je discute souvent avec les clients qui viennent voir des films à la Cinémathèque. La majorité, Nordine le sait, parce qu'il les a rencontrés à chaque fois. Ils viennent tout seuls. De temps en temps, ils viennent voir des films. Et il y a beaucoup d'étudiants, à l'époque, à la fac centrale, qui viennent. Quand ils n'ont pas de cours, ils viennent voir un film à la Cinémathèque. À l'époque, c'était 10 dinars le ticket. Donc, ils vont voir un film, ça leur change. Et puis, ils sont bercés dans un monde. Il y avait beaucoup de films qui avaient beaucoup de succès. C'était les films westerns. Les films westerns étaient un petit peu le chouchou des cinémathèques. Et ça la reste toujours. Puisque à la sauce spaghetti. À la sauce spaghetti. Bah oui, voilà. Je vous parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moi, si nous revenions, Salim Agar, si vous le permettez, sur la fréquentation de nos cinémathèques. D'après certains, et certains critiques justement, qui ont commis des articles sur la presse il y a seulement quelques semaines de cela, ils disaient en ces termes-là, la fréquentation est très importante en matière de cinémathèque à Alger et à Béjaïa. Est-ce que ça n'est pas réellement exagéré? Dans quel sens? Ou dans le sens, pardon, où nous n'avons pas énormément de films à montrer? Si, on a des films à montrer. Le problème n'est pas dans le film. Le problème est dans la culture de regarder des films. Il est dans je parle de nouveauté, je parle de production. Il est dans la tradition. Oui, je fais référence justement à la visibilité des jeunes créateurs. Le film Papicha, par exemple, qu'on n'a toujours pas vu aujourd'hui, malheureusement. Ça, c'est un autre problème. Nous, d'abord, il fait le buzz hors de nos frontières. Oui, tout à fait. C'est une production nationale. Il est diffusé, il a été diffusé. Il a été projeté en Tunisie. Oui, pour ne parler que de Papicha, on peut parler d'une dizaine de films. Des films qui ont été, si vous le permettez, subventionnés par l'État algérien et qu'on n'arrive malheureusement pas à voir. Nous, à la Cinémathèque, on les montre. Donc, et je voulais vous entendre dire ça. Oui, moi, à la Cinémathèque, j'ai instauré une politique qui est importante. Je diffuse 3 films. Un film occidental, soit anglais, américain ou français. Un film russe. Un film arabe, oriental, soit arabe ou hindou, ou iranien, un film algérien. C'est indispensable, un film algérien. Yuma a tenu longtemps l'affiche à la Cinémathèque. Voilà, exactement. Ouais. On essaye, d'ailleurs, on remercie le CADC de nous avoir permis de diffuser. Maintenant, on a signé une convention depuis une année. On diffuse les films du CADC. Toutes les productions qui ont été faites entre 2016 et 2019, on les diffuse. Nous, ça ne pose pas de problème pour la Cinémathèque algérienne. Maintenant, est-ce que les producteurs de ces films, pas seulement le CADC, mais les producteurs privés, ont l'intention de gagner de l'argent à travers la... vous allez à leur rencontre? Mais vous savez, le problème réel, c'est aujourd'hui, nous n'avons pas de distributeur. On n'a qu'un seul distributeur sur la salle d'Alger. Au moment où on avait, à l'époque, 3 ou 4 distributeurs dans le pays qui importaient chaque mois 200 films. 200 films qui alimentaient toutes les salles. C'est énorme. On discutait à chaque fois sur les salles de cinéma. À Alger Centre Bark, il y avait 35 salles. Oui, mais Alger n'est pas l'Algérie. Façon de parler. D'accord, Alger n'est pas l'Algérie, premièrement. Vous le disiez souvent dans vos interviews. L'Algérie a hérité de 450 salles après l'indépendance. On est dans quelle situation? Mais Alger... Il vous parle de l'époque où la première vision, elle était dans toutes les wilayas du pays. Exactement. À Constantine, à Oran, à Sétif, à Béjaïa. Aujourd'hui, il y a une avant-première et le lendemain, le film disparaît. Aujourd'hui... Quand il était en première vision, il était aussi en première vision à Sétif. Aujourd'hui, c'est plus facile. Imaginez avant comment il faisait. À l'époque, il prenait
un véhicule, ils ont mené la bobine 35 mm qui est très lourde, il faisait presque 7 à 10 wilayas. C'est ce que nous disait Moussa Haddad il a amené le film avec sa 4L ou je ne sais pas quoi. Ils ont mené des films avec leur propre véhicule pour le projeter. Croyez-moi, c'est très lourd. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de diffuser le film à distance. Des fois, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu envoies ton film par Internet. Et le gars, il le télécharge, il le diffuse. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Malheureusement, aujourd'hui, le problème qui se pose au niveau des salles de cinéma, que ce soit la cinémathèque ou les salles commerciales, c'est le problème de la fréquentation et de la culture de la fréquentation. On en est où aujourd'hui, justement, Salim Aga? Chauffe. Pour faire le bilan de cette année, de vos activités 2019. On compare avec les années précédentes. On avait 5 à 6 séances par jour. Aujourd'hui, on est à 2 à 3 séances par jour. C'est pas mal. C'est pas mal, mais des fois, moi quand je suis arrivé, la cinémathèque faisait 2 séances par jour, hein, une à 13h, une à 15h. Vous y êtes depuis combien de temps aujourd'hui? Depuis une année, depuis décembre 2018, mais j'ai essayé d'imposer 4 séances. C'était impossible. J'ai décidé une séance à 11h, ce qui existait déjà, et on n'avait pas de public. Les gens ne viennent pas voir un film à 11h. Ils ne sont pas habitués, ils ont perdu la tradition. Alors, je te défie, je te fais une séance à 20h. Je bloque le projectionniste, à 20h, on fait une projection. Mais parce que les gens ont perdu cette tradition d'aller voir un film. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, qu'on a chauffé un film Algérie à 21h, on sortait à 23h. 23h, on sortait, je me souviens, une scène magnifique. Quand tu sors à 23h des douches, la ville dort, il n'y a personne à 11h. On sortait, imagine, 200 personnes qui sortent de l'Algérie à 11h. Mais bien sûr. Attends, juste la question aussi du pourquoi. Pourquoi les gens ne viennent pas? Mais c'est la dessinée noire qui a un peu tué un petit peu. Oui, mais je pense que pour attirer aussi le public, il faudrait revoir un petit peu la façon. Repenser. Non, mais pas seulement projeter un film. Non, l'accompagner de quelques trucs qui peuvent attirer ce... Ça a changé, je vais vous expliquer, juste pour continuer mon idée. Quand on sortait à 11h, je me souviens d'une scène où on avait vu Seven de Joël Fischer et on est sorti à 23h, on a trouvé les bus Oda. كل واحد دا البوس تاعو اللي راح باب الواد اللي راح تيلملي اللي راح البيار اللي راح il y avait un accompagnement. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça n'est malheureusement plus le cas. Il y avait même donc le cinéma dans le temps, il faisait partie de la vie aussi, d'une culture. Tout à fait. Mais maintenant, mais attends, mais aujourd'hui, la seule avant, je te parle des années 80, dans les années 80, on avait une seule chaîne de télévision, la parabole n'était pas encore installée, donc c'était la seule occasion de voir des films. Et aujourd'hui, tu as la concurrence de la parabole, tu as la concurrence du DVD, tu as la concurrence d'Internet. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller dans une salle de cinéma le soir. Et comment vous expliquez qu'hors de nos frontières, en Tunisie, au Maroc, aujourd'hui, les salles de cinéma sont archi-combles. Il y a un véritable public. C'est une culture qui a été installée, qu'on n'a pas pu, disons, tuer. Mais nous avons une longue tradition avec le cinéma, c'est les Oui, tout à fait. Mais ça a été tué à cause du terrorisme, les salles avaient fermé. Dans tout le pays, la majorité des salles ont perdu. Alger, parce que Alger, c'est pas. Mais c'est vrai qu'Alger n'est pas l'Algérie. Mais va à Oran. Tout à fait. À Oran, bon, il n'y a pas longtemps, les 5 salles étaient fermées. On a 5 salles, Flaoul Arbi Ben Mehdi. Le Maghreb, le Régent, etc. Il en parle. Et tout ça. Et aujourd'hui, il reste 3 salles qui marchent. Tu as 2 salles qui s'activent dès qu'il y a un festival du film arabe. Mais sinon, durant toute l'année, elles sont fermées. Alors que tu es en plein centre-ville d'Oran. D'accord, un bilan. Khalina Constantine, ou Khalina Ma'naba, ou Tizi Ouzou, il n'y a qu'une salle, c'est la cinémathèque. C'est la cinémathèque. Béjaïa, la même chose. Bilan positif ou mitigé? Quels sont réellement aujourd'hui les défis que doit impérativement relever le Centre national de la cinématographie algérienne? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire un programme.
d'abord un programme de cycle. J'ai réintégré les cycles de cinéma. On a vécu dans les années 80. Exactement, le cycle du film iranien, on a fait le cycle du film western, du film d'horreur, du film russe. On a fait des hommages à Moussa Haddad, on a fait des hommages à des cinéastes... Mustafa Badir, Malek Haddad, enfin Moussa Haddad. Mustafa Badir, on a sorti son film La nuit à peur du soleil, on l'a numérisé, on l'a diffusé, les gens ne l'avaient même pas vu. Parce que c'était un film qui a été, je ne sais pas... Il date de 65. c'est le premier film cinéma qui a été tourné. Il date de 64. Vous avez entre autres, comment dire, vous avez organisé ces cycles qui rendaient hommage à Faten Hamama, entre autres. Tout à fait. Quand j'ai commencé René Vautier, Faten Hamama, pour l'anecdote, quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut relancer la cinémathèque, il faut diffuser les films en 35 mm. J'ai appelé l'archiviste, je lui ai dit, écoute, sors-moi tous les films que tu as de Faten Hamama. Il m'a sorti 7 films. 7 films, tu les prépares, tu les ramènes. Non, il faut d'abord, on les revoit, on les visionne, ce qu'on appelle la vérification du film avant sa diffusion. Ok, combien ça va prendre? 3 jours. 3 jours. J'ai préparé le... Après, il me dit, voilà, sur les 7, tu as 4 qui peuvent être diffusés. Pourquoi? Parce que sur les 7, tu as des films qui manquaient une bobine ou 2. Alors des fois, c'est celle qu'on élimine, c'est quand il te manque la bobine du début et la bobine de la fin. Parce que tu as le générique début-fin qui n'existe pas, donc automatiquement tu tues le film. Et sinon, tu as un film, on a retrouvé un film, il lui manquait une bobine au milieu, on l'a fait passer parce que ça ne tuait pas le film, parce qu'une bobine fait à 20 minutes, donc tu enlèves 20 minutes du film, c'est tout. Mais quand si tu perds la bobine du générique, du début, et tu tues le film. Donc on a quand même passé 4 films de Faten Hamama sur 7. Ce qui est pas mal. Donc c'est pour te dire que on a projeté des films de Sam Peckinpah, qui est l'un des rois du cinéma aux États-Unis. On a aussi diffusé des films iraniens pendant le Ramadan. 200 films, dont 1000 films étrangers, 53 ciné-clubs, 51 cycles. Les ciné-clubs, c'est important. Voilà, bien sûr. Et 9 hommages organisés, je le rappelle, pendant cette année. Tout à fait. Les ciné-clubs, c'est vraiment la chose la plus importante dans la cinémathèque. Ça permet d'abord aux jeunes de présenter leurs films. Parlez-moi donc justement de la visibilité de nos créateurs. Non, ils sont très... Tous ces jeunes sont venus à la cinémathèque, ils ont présenté leur film. Kane, au départ, des jeunes ils avaient peur, ils ont dit voilà, mon film va être censuré. Non, ça s'est passé très bien. On a diffusé le film et il y a eu un public énorme. Le ciné-club, quand tu mets un film de ciné-club, tu as toujours un public parce que les jeunes. Avez-vous un contact avec la jeune Meddour pour voir enfin Papicha? Ça ne dépend pas de moi. D'abord, c'est un film commercial. Nous, on ne passe pas les films commerciaux. Non, j'ai bien compris, mais vous auriez pu avoir cette primeur-là en discutant avec elle, même sans projection du film, débattre autour d'aujourd'hui de cette jeune génération qui a un talent, mais alors d'une beauté extrême. Mounia Meddour, je la connais depuis 10 ans. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, je la connais depuis 10 ans. J'ai diffusé son court-métrage au GCA. Exactement. Son documentaire sur le cinéma jeune algérien. Donc, je connais un petit peu le parcours de son film. Comme Habiba Jahnin, Oui, Habiba Jahnin nous a vraiment épaté en ramenant 6 courts-métrages documentaires qui ont été diffusés à la Cinémathèque, à Alger, à Abidjan et Tizi. Ciné-Mémoire. Voilà, Ciné-Mémoire. Et ça, c'est très important parce que nous, on est là pour donner l'espace et l'espace d'expression pour les jeunes. Parce que la Cinémathèque, elle a une mémoire et ils préfèrent passer... Même si le cinéma est politiquement pas correct. Non, il n'y a pas de cinéma politiquement pas correct. Le cinéma est une expression libre. Oui, d'accord. Vous savez que la politique a toujours... Si j'ai insisté sur Papicha, ça n'était pas... Non, mais moi, j'ai été membre du comité de sélection pour le film algérien aux Oscars et on avait sélectionné Papicha, je l'ai vu avant tout le monde pratiquement. On l'a vu avec, comment il s'appelle, Lotfi Bouchouchi, Safi Boutella faisait partie de la commission. Qu'est-ce qui dérange ? Mais il n'y a rien qui dérange dans le film. Je ne sais pas pourquoi il a été, pourquoi il n'a pas été autorisé. Moi, personnellement, il ne m'a pas dérangé. Mais bon,
il y a des raisons que nous ignorons. Hein. Donc, mais on va dire à bon entendeur alors. Voilà. C'est un divagar. Question, réaction, cultureclub@1tv.dz. Vous pouvez bien sûr intervenir à tout moment parce qu'il sera également question de cinéma avec mais quoi qu'il en Nordin soit, la Lohel. formule 3 films par jour est une formule bonne à prendre. Ah bah écoutez, C'est un plaisir que de demande le peuple? Le retour des films, le film hindou et le film égyptien a été bien accueilli parce que pendant après 7-8 ans, ils ont disparu du circuit de la cinémathèque. Je ne sais pas pourquoi. Ils diffusaient que les films européens, occidentaux. C'est bien de diffuser les films. Mais moi, hier, par exemple, on a diffusé Mongala, la reine des Indes, la fille des Indes. Ça fait un succès. Les gens sont venus. Ça fait longtemps, Madjouz. Ça s'appelle Omar Gatleto. Exactement. Voilà. Bonsoir, Nordin Lohel. Bonsoir, Karim. Sauvons nos salles de cinéma, acte 2. Si nos salles de cinéma étaient comptées, je vous rappelle, c'est une enquête. Hein. C'est édité aux éditions Aframed. Une forme de suite par rapport, bien sûr, une forme de suite par rapport à ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a réellement provoqué? Qu'y a-t-il de nouveau par rapport au premier ouvrage Sauvons nos salles de cinéma pour que vous récidiviez et que vous commettiez ce deuxième ouvrage? Je me suis culpabilisé. Ah, d'accord. La culpabilité, toujours et encore. Oui, parce que le premier Sauvons nos salles de cinéma, qui a été édité lors de la 13e édition du Festival national culturel du film Amazigh, a été distribué gracieusement aux gens de la corporation, notamment aux cinéastes, c'est comme ça que je l'ai eu. À tous ceux qui font le cinéma. Vous l'avez certainement chippé, volé. Hein. Non, on nous a offert au festival, il a raison. Je vous taquine. Donc à chaque fois, dans la rue, j'étais harcelé, les gens ne le trouvaient pas en librairie, et quand je leur dis que c'est un livre qui a été distribué gracieusement aux gens de la corporation, je ressentais une injustice. Alors, il fallait revenir. Alors il fallait revenir sur la question. Et ça a été l'occasion pour moi de le réécrire. C'est ce que j'allais dire. De l'actualiser. Voilà. L'alimenter encore un peu plus. En fonction aussi de l'actualité et en fonction aussi des nouveautés qui s'introduisent au jour le jour dans le monde du 7e art. D'accord, mais pour une fois, vous avez quitté Alger. Vous êtes parti à Oran, vous êtes parti à Constantine, vous êtes parti à Béjaïa. Vous avez élargi le cercle. À Sétif, exactement. À Boufarik, où il y a déjà 4 salles de cinéma et un théâtre qui se morfondent. Et à Berraqi, où la salle de cinéma, le petit Trianon, n'est plus qu'une salle d'archives. Alors, les rêveries, toujours et encore. Vous écrivez Peau de chagrin, et à mesure que fermaient les salles de cinéma, le guide des sorties d'El Moujahid rétrécissait telle une peau de chagrin. En conclusion, l'inauguration de la salle Sierra Maestra s'apparente tel cet éclair dans la grisaille, et même si c'est bon à prendre, disant qu'il n'y a pas quoi faire cocorico à l'annonce de l'inauguration de la salle Afrique. Il est vrai que les cinéphiles ici et de l'Algérie profonde ont connu mieux que ça. D'où la raison de ne pas se suffire d'une prestation qui est à la limite d'un service minimum et d'engager d'ores et déjà la réflexion autour d'une étude de maturation à même de réhabiliter nos salles de cinéma. Alors à quand, ça c'est la question, à quand un projet de la dimension d'un plan Marshall? Je dis plan Marshall parce que j'ai assisté au lancement du chantier de l'ancien cinéma Le Marivaux qui est devenu le Wydad. J'ai discuté avec l'entrepreneur. Eh bien, quand vous franchissez le hall du Marivaux, ce n'est plus qu'une immense salle. Pourquoi? Parce que la salle, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée sur la rue Tanger, la rue Chaïb Ahmed. Donc l'entrepreneur ne sait plus par où commencer et il s'est mis à collecter des photos qu'il puise de l'Internet et des habitués. Il ne sait plus où était la caisse, où était le hall, où était l'orchestre, où était la salle de projection. À l'intérieur du Marivaux, ce n'est plus qu'une immense tahtaha. D'accord, dans les années 80... D'où le plan Marshall, de tous ces cinémas qui sont en train de toutes ces salles de cinéma qui sont en train de se rapidement. Oui, alors je voudrais rajouter une chose. Moi, par exemple, le cinéma Marivaux, je ne savais pas qu'il existait. Comment je l'ai découvert? C'est un peu grâce à Nordin et grâce à un photographe français, Stéphane Zoubitzer, qui photographiait les salles de cinéma en Algérie. Donc il a été autorisé à prendre des photos avec un appareil vraiment numérique de haute qualité.
Et il a fait ce qu'on appelle une exposition à Paris. Il viendra bientôt, Inch'Allah, à la Cinémathèque, sur les salles de cinéma en Méditerranée. Il a fait la Tunisie, le Maroc, le Liban et même l'Algérie. Et le Marivaux, il m'a dit, le Marivaux est juste derrière la Cinémathèque. La rue des Frères Mirasca. Voilà, tu descends. Moi, je véritable mémoire vivante. Oui, mais je savais même pas que cette salle existait parce qu'elle a été fermée dans les années fin 70. Au début des années 80. Et il y avait à l'époque, c'était une salle magnifique, très bien fréquentée. Très belle. Et il y avait un restaurant, un bar-restaurant au-dessus. Et tu avais les gens qui mangeaient, qui buvaient, et puis après qui descendaient voir un film. C'était à l'heure où la rue Tanger est devenue la rue Manger. On va y revenir dans quelques instants. C'est vraiment une histoire qui a disparu de cette rue. Il faut avoir quand le photographe il a installé son appareil, parce que ça met du temps pour qu'il installe son appareil avec trépied et tout ça, il a photographié la façade que tu vois sur la une du le cinéma français, le cinéma Le Marivaux. Le Marivaux, il est à côté, donc le Marivaux, je lui dis, tu prends que la façade? Il m'a dit, c'est l'histoire, c'est la façade. Et puis il y a un jeune qui est sorti du quartier, il nous a dit, moi j'ai vécu ici, je suis né ici. Et je me rappelais quand cette salle était une salle de cinéma, on rentrait pour voir les films gratuitement parce qu'il habitait le quartier. Donc c'est pour vous dire que ça fait partie de la mémoire du quartier. Tout à fait, mais surtout que cette mémoire, aujourd'hui, on n'en parle pas. Mis à part 2 ou 3 journalistes, chercheurs qui consacrent tous leurs travaux. D'abord, il faut être... Attendez, il y a une faille terrible, donc justement, quant à la préservation. Oui, Ahmed Bejaoui, on a parlé. Aujourd'hui, nous avons Nordin Lohal, et puis quelques autres que nous avons eu le plaisir de recevoir. Il y a une faille qu'il faut réellement aujourd'hui... D'abord, c'est une question de mémoire et de culture. Hein. Nordin, c'est d'abord un archiviste, il connaît un peu Alger. Avant de connaître les salles, il connaît d'abord l'architecture d'Alger. Donc, il s'est spécialisé dans ce créneau. Moi, quand j'ai trouvé, je ne connaissais pas Nordin, hein, on m'a donné son livre que j'ai adoré, que j'ai lu avec vraiment... plaisir, passion et délectation. Et ça m'a plongé un petit peu parce que moi j'ai bercé dans le cinéma comme ça en regardant des films. J'ai fait toutes les salles de la rue Michelet, la rue d'Isly et tout ça, donc je connaissais chaque salle, son histoire, etc. Et puis ce livre m'a fait revenir un petit peu... Là, vous êtes en train de vendre son ouvrage. Hein. Oui, non, je l'ai fait. Hein. Et puis le photographe, quand il est venu, il m'a dit, voilà, j'ai une autorisation pour prendre des photos, mais je n'ai pas les adresses, j'ai pas ceci. Je lui dis, écoute, casse pas la tête. Je lui donne ton livre, la première version. Je lui dis, voilà, tu as toutes les adresses et les noms des salles. Ouais. Et ça a été un document important pour d'abord le repérage des salles de cinéma. Il avait un fixeur et tout ça. Et aussi pour l'exposition, parce que chaque salle a son histoire, elle a son nom. Et ça a été important. Et ses anecdotes. Oui, d'ailleurs, il nous a offert un livre sur les salles en Égypte et au Liban que j'ai montré à Nordin. C'est un travail de mémoire énorme. Et je suis sûr qu'il va venir faire une exposition à la Cinémathèque d'Alger. On va faire la rencontre des deux et ils vont peut-être aboutir à un projet futur important. Parce qu'il faut additionner à ce livre de belles photos pour rendre la mémoire encore plus profonde. Et chacun de nous doit l'avoir. Je le rappelle, Sauvons nos salles de cinéma, acte 2. Donc, si nos salles de cinéma m'étaient comptées, c'est une enquête de Nordin Lohal. Pourquoi le plan Marshall? Le plan Marshall, vous disiez tout à l'heure qu'Alger n'était pas en Algérie. Il faudrait aller à rue Lisane aussi. Il faudrait aller aussi à Boufarik. Tout à fait. À Tébessa, où il y avait 5 salles de cinéma. À Tébessa, une ville frontalière. Mais Ahmed Bejaoui, dans les années 90, parlait déjà de la mort programmée du cinéma algérien. Vous revenez dans cet ouvrage sur justement le démantèlement des sociétés de production. La déstructuration de tous ces opérateurs. C'est ce qui a provoqué donc justement l'effondrement de... Et puis la fermeture des sociétés. Oui, c'est ça, le démantèlement des sociétés de production. Non, pas que ça. À l'époque, il y avait l'ONC qui était distributeur, c'est lui qui ramenait les films. Après, il y a eu le CAIC. Mais la chute
chute a été programmée en début 83-84. Quand il y a eu la crise économique, l'État ne pouvait pas dépenser de l'euro, enfin de l'argent. On parlait souvent de rénovation, mais rarement de désertion du public. Il y a eu la fermeture des entreprises de cinéma, le CAIC et le MPA. On parlait par le démantèlement des... Voilà, et puis il y a surtout la disparition des distributeurs. Après, il y a eu le phénomène des projections vidéo, et c'était l'anarchie totale après. Est-ce qu'on est réellement... Et puis, il ne faut pas perdre de vue que nous avons perdu l'essentiel. Ce n'était pas que l'infrastructure, mais nous avons perdu aussi la ressource humaine. La ressource humaine, les projectionnistes. Qui se recrutaient parmi les seniors qui sont aujourd'hui en retraite. C'est pour ça que vous parlez dans votre ouvrage, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Tout à fait. Et je termine avec la dernière séance du chanteur Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. C'était la dernière séance. Et j'ai reçu un cinéaste français qui a travaillé avec René Gauthier. René Gauthier. René. C'est moi qui te l'ai envoyé. Voilà, merci beaucoup. Il a travaillé avec René Gauthier. Il est venu au Salon du Livre. Et il m'a promis d'offrir ce livre à Eddie Mitchell. Parce que Eddie Mitchell, il chante ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Malheureusement, c'était la dernière séance. Vous dites que l'acte de décès du cinéma algérien a été signé il y a aujourd'hui pratiquement 3 décennies. 3 décennies, oui, 3 décennies. Parce qu'en 1977, c'est là où a commencé la dégringolade de l'infrastructure cinématographique. Parce qu'à l'époque, nos salles de cinéma, et c'est une révélation que j'ai trouvée dans les archives du journal El Moudjahid, n'étaient même pas dotées d'un système de sécurité. Le cinéphile n'était pas en sécurité, et je le dis dans mon livre. C'est ça, vous le disiez bien sûr, la nationalisation des salles de cinéma a porté un coup terrible au cinéma. La monopolisation et la distribution ont également freiné aujourd'hui tout cela. Alors, et puis le cinéma, il faisait vivre des familles. Des familles, oui. Il y avait la caissière, le caissier, il y avait le vendeur des... Il y avait même un métier, il y a un métier qui a disparu. Il y a un métier qui a disparu dans les salles de cinéma. Les placeuses. Les placeuses, c'est vrai. On avait Khadra à la Cinémathèque. Oui, exactement. Une autre mémoire, on parle quoi. Exactement. Alors, vous écrivez, Nordine Lohal, Sauvons nos salles de cinéma, acte 2. Je le rappelle, c'est une enquête parue aux éditions Afra Med. Vous dites, alors, qui l'eût cru qu'à l'école maternelle, l'institutrice allait graver dans mon disque dur ce sentiment qui aboutira sur l'amour de l'image. J'ai souvenance qu'il n'a fallu qu'une illustration pour que se crée en un clin d'œil l'extase et l'émerveillement sur l'écran. C'était du temps où l'éducatrice avait à bon droit la permission d'emmener ses élèves faire escale à l'Éden de relâche entre parenthèses. D'ailleurs, qui s'en serait plaint? Surtout pas l'élève ou sa maman enchantée de voir l'enfant donc folâtrer au milieu d'une mosaïque de Zelaïdj Beidj. C'est impossible pour vous de ne pas vous remémorer. L'enfant est présent dans pratiquement tous vos ouvrages. On ne guérit jamais de son enfant. C'est ce que vous dites. Et ça, c'est pour Nul ne guérit de son enfance. Et ça, c'est pour mettre à l'index l'école qui a failli dans ce domaine. Aujourd'hui, à l'école, on ne parle plus de cinéma. Et aujourd'hui, à l'école, on n'emmène plus les enfants au cinéma dès qu'ils organisent des projections. Et c'est ça qui a contribué à casser heureusement, il y a fréquentation de nos salles de cinéma. Il y a quand même des exceptions. Moi, j'ai reçu une enseignante d'une école primaire de Badjarrah qui a ramené ses enfants primaires qui sont venus. La majorité d'entre eux n'ont jamais pénétré une salle de cinéma. C'est très bien. Et donc, j'ai présenté les films de Chaplin, de Charlot, et c'est pour la première fois dans leur vie qu'ils voyaient Chaplin. Ils ne connaissaient pas Charlot. Et ils étaient vraiment ébahis. Alors qu'on est juste dans la banlieue d'Alger. Je parlais de la bande-annonce d'El Moudjahid. Elle rétrécissait. De jour en jour. Chaque jour, il y avait le programme de toutes les salles de cinéma. Et au fur et à mesure que fermaient nos salles de cinéma, la bande rétrécissait. Aujourd'hui, je l'ai cueilli dans les archives du journal Horizon.
que j'ai imprimé dans mon livre. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séance, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. On est aujourd'hui réellement dans un constat d'échec, Nordine Lohane? C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec, mais que l'on peut rattraper. Que l'on peut rattraper à condition de ne plus permettre à ces pseudo-gérants de salles de cinéma qui font dans la projection des matchs de football de Ligue étrangère. Vous dites, le présent livre a éclos d'un bouquet de souvenirs que la vie a ensemencé dans ma mémoire, celle de ma jeunesse qui a défilé dans le mode cinémascope et qui a coloré mon existence de cinéphile. Qu'il est beau mon jardin secret, si enluminé de séquences de films, mais aussi de livres de bande dessinée. C'est l'inestimable legs que j'ai cueilli tout le long du chemin où j'allais allègre, loin des loisirs de mes jeudis, quelquefois de mes samedis et dimanches, qui me conduisaient au cinéma. Pour ce livre mien, j'ai puisé les souvenirs qui étaient en berne dans ma mémoire, afin d'en faire l'offrande à nos enfants qui n'ont pas connu une séance de projection de films. Oui. Et ça s'appelle « Sauvons nos salles de cinéma ». Aujourd'hui, il y a une pétition qui est en train de courir sur le net pour la réouverture de la salle Afrique de Sétif. Et quand je parle, la salle qui est prête à recevoir les cinéphiles et qui est fermée pour on ne sait quelle raison. Sétif qui n'a pas de salle. Hein. Sétif qui avait, grande ville, 5 salles, qui avait déjà 5 salles. L'ABC, l'Afrique, et indépendamment du théâtre municipal. Bon, tout à l'heure, on parlait de la Sierra Maestra. C'est bon d'avoir restauré le Sierra Maestra, l'Afrique. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ces 2 salles de cinéma sont passées sous la tutelle de l'ONCI. C'est une chose. Il faut que toutes les salles de cinéma soient sous la tutelle du ministère de la Culture. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra sauver ce patrimoine qui est en train de nous filer entre les mains et que l'on ne peut pas reconstruire à l'identique. C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Oui. Si vous voulez revivre tout ça, eh bien, achetez l'ouvrage de Nordine Lohane, je le rappelle, Sauvons nos salles de cinéma, acte 2, une enquête, je le rappelle, aux éditions Aframed, cultureclub@untv.dz. Nous parlerons cette fois-ci d'un autre cinéma, parce que c'est un féru de cinéma également, et de littérature. Il s'agit d'un autre Nordine. Il s'appelle Nordine Chagran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Nordine Chagran. C'est moi qui vous remercie. J'imagine que vous fréquentiez sans cesse les salles de cinéma dans les années 60 et 70. Oui, mais pendant que je ne voulais pas... intervenir. Oui. Alors que vous le pouviez... Je respecte ces personnalités et c'est un honneur pour moi d'être ici. Et moi, le cinéma, on le découvre quand on est un enfant. Et là, comment voulez-vous qu'un enfant parte voir un film alors qu'on n'a pas fait de film d'enfant? Il y a combien des gens que les cinéastes, les producteurs, tout ça, n'ont pas, ils avaient tous les moyens pour faire des films. On a focalisé, hormis l'historique, la Révolution, quelques films, Omar Gatato, qui est dire le social et tout le reste, et on n'a rien fait sur les enfants. Où sont... Il y a Sadaq Lakbir qui a consacré également... Bélier magique. Exactement, ça je le conseille également, qui a été projeté à la Cinémathèque. Tout à fait. Vous ne pouvez pas attirer un enfant. Bon, à l'époque de l'administration française, vous l'avez dit, bien souligné tout à l'heure, même certains cinéastes qui se baladaient avec tout un matériel. À l'époque, c'était l'instituteur ou l'institutrice qui venait... projetés à l'école et faisaient un effort. Eux-mêmes. Dans les années 80, on avait connu ça à l'école. Vous avez tout connu ça. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. On ne fait pas des films, on a donné les moyens, et c'est toujours les mêmes thèmes, la thématique, c'est toujours en focalisé chez l'adulte. Et on retourne toujours. La préparation du cinéma, et c'est vrai, nous, moi comment j'ai revu les films aussi, grâce à la Cinémathèque. Les années 70, 67, 66, on allait à la Cinémathèque et c'est là qu'on a appris comment voir un film. Parce qu'il y avait des débats. Quand vous voyez le film, après il y a un débat, vous le voyez autrement, vous le comprenez autrement. Donc la Cinémathèque, c'est l'école. C'est l'école pour revenir du cinéma, elle est là-bas. Les archives,
Et à propos d'affiches aussi, Ouais. moi quand j'ai vu ces affiches récemment, Ce sont des œuvres d'art. bah, en tant que bah, il y a de l'art bien sûr, c'est des dessinateurs, c'est des peintres qui ont fait ça. On découvre cette beauté, on découvre des pays, on voyage. J'avais l'impression d'être dans un musée de l'affiche. Et ça c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut viser l'enfant. Alors que nous avons une longue tradition avec le cinéma, Voilà. une longue tradition. Ouais. C'est lui qui remplira les salles de demain. Nous avons surtout une palme d'or Ouais. que beaucoup de pays nous envient. Et un Oscar. Et un Oscar que beaucoup de pays De Mohamed riverains, Al-Akhdar Hamina. voisins, Mais on vit dessus au passage depuis de Nous longues en années. vit. Hein. Oui, il faudrait aussi, par la même occasion, avancer. ce Ne que pensez-vous je tiens- pas? Et ce que je tiens à dire, Ouais. de grâce que l'on répare ces cinémas, que l'on rafistole et qu'on les consacre à la production culturelle. Et qu'on achète votre ouvrage. Et que Ça s'appelle cesse Sauvons aussi- le sable de cinéma. Et que cesse aussi cet argument qui a fait son petit bout de chemin, que la parabole, la vidéo a tué le cinéma, parce que ce n'est pas On disait le la même cas. chose quand Ce n'est on pas avait le créé cas la dans d'autres télévision, pays. que la télévision allait tuer le théâtre, etc. Non, Bon, ça n'a pas été le cas. Pas du tout, et heureusement. Pourquoi ce retour vers vos premières amours? On avait parlé de la création de votre premier groupe au Maroc dans les années 60, les Titans. Il y a eu les Titans 1, puis après, lors de votre retour en Algérie, vous avez continué, vous avez encore une fois restitué, vous nous avez restitué votre passion pour la musique et le jazz à travers Titan 2. Aujourd'hui, c'est une exposition qui a pour titre Hommage au jazz. J'imagine que cela vous renvoie vers les années 60 et les années 70, Nordin Chagalan. Tout à fait. Disons, moi, à travers donc, toute modestement dans ma production de peinture, j'ai toujours- Modestement, plus de 50 ans dans que Oui, des gens des années. oui, J'ai pensé à Moi, j'ai pas Ouais. compté. un auteur également. C'est pas les années qui font aussi l'artiste. Tout à fait. Bon, mais c'est un autre débat. Mais à travers tout ça, j'ai toujours travaillé en musique parce que j'ai tout le temps été bercé par ça. Et puis à travers ma production, il y a eu toujours quelques thèmes sur la musique, mais pas en général. Et ça, le déclic, un des galeristes d'Art for You, si je peux citer son nom, et récemment, ça fait une année, il m'a dit écoute, qu'est-ce que tu en penses, toi qui a fait un peu, qui a joué un peu de temps en temps De l'harmonica plus précisément. de la percussion, tout ça dans le jazz, si on faisait quelque chose sur le jazz. Tu aurais pu me dire ça il y a quelques années, où j'avais quand même une bonne vision, j'aurais pu faire. Mais moi, le jazz, je ne l'ai jamais quitté. Cette maladie chronique, je l'ai encore. Le jazz, il est en moi. On y va. Et avec une nouvelle vision de cette exposition, mais le jazz, je l'ai découvert très jeune. Et comment? Par un jazzman américain qui était donc à Rabat. Et comme moi, je suis donc natif de Rabat, capitale du Maroc, capitale administrative, disons. Et nous avions déjà eu un petit groupe de variété. Parce que je n'ai pas des prétentions de dire que j'avais ou je jouais dans un groupe de jazz. On faisait du jazz, comme beaucoup de musiciens, mais nous étions des musiciens de variété. À l'époque, c'était l'afro-cubain, comme disait, aujourd'hui c'est le latino. Il y avait des morceaux de bal, des morceaux de variété. C'était la belle époque des Twists, du Madison, des Beatles, des Rolling Stones, je ne sais pas quoi. Et
on jouait quelques morceaux aussi des gens dans les guinguettes, dans les boîtes à l'époque et tout ça. Et aujourd'hui, ça a été un retour nécessaire vers cette époque-là, Nordine C'est formidable. Moi, ça même dans la discussion, à travers tout le cinéma, et il y a des images qui reviennent. Parce qu'en moi, il y a toujours l'enfant, chez tout le monde, chez tous les artistes. Il y a toujours le côté enfant. Comme Baya, les instruments de musique ont toujours habité ces créations, depuis toujours. Oui, mais bien sûr, ça c'est très important parce que vous savez que la musique, c'est quelque chose que tout le monde a. Un bébé, quand il est le fœtus, il écoute la musique. C'est extraordinaire, le son, déjà, qui l'accompagne. Et ça et par la suite, il faut développer. Parce qu'il y a des dons. On a un don, il faut le développer. Alors comment c'est parti? Quand nous faisons un petit peu de tout, il y a quelqu'un qui est venu avec... Bon, à l'époque, il y avait 2 saxophonistes de variété qui jouaient quelques petits morceaux comme ça, déjà, comme beaucoup de musiciens. Et c'était 2 Marocains. Il y avait un Algérien à l'harmonica et à la percussion, batterie, tumba et tout le reste. Et les 2 Marocains faisaient du saxo. Et on a été découvert par un saxophoniste américain. Sa mère enseignait donc la musique arabe. Et puis il dit, est-ce que vous permettez que je vienne jouer un morceau? Donc il est monté sur scène. Et les 2 saxophonistes, qui n'étaient pas... de temps en temps jouer du jazz, ils étaient complètement devant ces musiciens. Ben, on lui a dit, voilà, maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un petit coup de main et on va essayer de compléter l'orchestre et faire. Et on a commencé à jouer, variété, jazz et tout ça. Et l'harmonica, la percussion, mon premier instrument que j'avais quand j'étais jeune, c'était un petit tambour à l'époque, petit tambour et tout ça. Et j'ai commencé à fabriquer moi-même grâce aux peaux de lapin, des petits bidons et tout ça, des instruments comme les Africains et tout ça, avec les moyens de bord. Mais, mais cette africanité, vous l'avez toujours revendiquée dans toutes vos expositions aussi. Hein. Nous, parce que souvent on oublie notre africanité, c'est vrai. Nous sommes dans l'Afrique du Nord. Et puis, on oublie souvent qu'on est africain, malheureusement. À jouer quelques rythmes. Maintenant, quant à l'harmonica, c'était un petit jouet. Je l'ai découvert en plastique, comme ça, très petit. Et par la suite, il a appris les instruments, l'harmonica, piston, différents harmonicas et tout le reste. Et là aussi, je n'ai pas oublié, parce que à l'époque, avant l'année 64, parce que je ne connais l'Algérie qu'à partir de 1964. Et quand je suis rentré déjà avec des bases de peinture, de musique. J'étais préparé parce qu'il y avait d'excellents musiciens déjà. À l'époque, c'était 2 Marocains extraordinaires. Et là, j'étais vraiment émerveillé. Nordine Chagran, il faudrait que nous avancions, parce que nous abordons les 10 dernières minutes avant la fin de l'aventure de ce soir. Donc revenir à cette musicalité, à ces souvenirs, à ces réminiscences de votre passé au Maroc, en Algérie. Oui. Vous la restituez à travers cette exposition, je le rappelle, hommage au jazz, à travers ces personnages, ces musiciens, clin d'œil à ceux qui vous ont accompagné, à ceux qui vous ont nourri, à ceux qui vous ont alimenté musicalement et plastiquement parlant. Et humainement surtout. Tout à fait, tout à fait. Là, je rends hommage donc surtout au maître du jazz. Et pour moi, d'ailleurs, j'ai ramené, donc, j'ai oublié, excusez-moi, un flash disque que je dois vous remettre. Je l'ai donc indé. Et là, vous allez découvrir que quand même. En général, quand on parle du jazz, c'est d'une façon générale. Le jazz, on le vit. C'est l'Amérique. Ouais. Mais avant l'Amérique, donc, c'est l'Afrique. C'est grâce à l'Afrique. Et moi, pour moi, c'est l'afro-américain et
par la suite, bon, c'est vrai que le jazz, il est universel un peu partout, mais on ne peut pas parler de jazz si on ne parle pas de l'Afrique et si on ne parle pas des États-Unis. Et c'est là où il y a eu... Où tout a commencé. Voilà. Alors pour moi, Dans les champs de coton. Voilà, je fais à tous ces musiciens de couleur déjà noire, et à la base, c'est grâce à eux que la musique dans le jazz a été développée, et c'est surtout à cela que je fais référence. Et ça se passe, je le rappelle, à la villa Abd al-Latif. Le choix n'a pas été a été mûrement réfléchi dans les Chagrana, la villa Abd al-Latif. Ça n'est pas un hasard. Non, bien sûr, c'est un honneur pour moi. C'est un lieu historique, c'est extraordinaire, la villa Abd al-Latif. C'est notre villa Médicis. Pour moi, c'est vraiment, j'ai été... et ça va se poursuivre jusqu'au début du mois prochain, je le rappelle, encore une fois. Jusqu'au 7 février. Donc du 25 janvier. Tout à fait. Au 7 février. Allez-y, hein, c'est une balade. Vous avez juste à côté le musée des Beaux-Arts, en contrebas le jardin d'essai, et au milieu, naquit une villa qui a pour nom la villa Abd al-Latif, où vous pouvez aller voir les univers, rencontrer, dialoguer avec l'artiste, bien sûr, Nordine Chagran. Ça s'appelle Hommage au jazz, et ça va se poursuivre, il le dit à l'instant, jusqu'au 7 février prochain. Question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Bonsoir Mohamed Saïd Ben Sakhria. Bonsoir Karim. Au clair de minuit, je le rappelle, c'est de la poésie aux éditions de l'Harmattan. Vous aviez déjà commis, si vous le permettez, un ouvrage, donc un recueil de poésie qui, il y a quelque temps de cela, qui est une forme de dialogue, il y a une forme de résonance entre ce que vous avez écrit dans votre premier ouvrage et celui-ci. On va y revenir dans quelques instants. La préface a été signée, un grand poète, un grand journaliste que nous saluons au passage, qu'on a eu du plaisir à recevoir ici même. Il s'agit de Youssef Ziram. Il disait... Donc la beauté des jours qui échappe au temps, je suis le migrant fuyant la misère, l'injustice ou la guerre, écrit le poète, à l'écoute des malaises du monde aujourd'hui. Un monde qui se cherche, qui ne cesse d'inventer des guerres, qui ne donne pas une vraie place aux plus faibles. Un monde impitoyable. Le poète aime la nuit quand elle se dévoile, et à ce moment-là que c'est à ce moment-là que la véritable méditation est possible. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve avec lui-même. Le monde de la nuit, la solitude, le silence habite, entre autres, cet ouvrage. Cet ouvrage, oui. Et l'idée qui se dégage, donc je viens de la vivre maintenant ici dans votre émission. C'est la nostalgie, c'est le beau temps, c'est la belle époque. Et c'est cette nostalgie que, dans mon livre aussi, dans mon recueil, je l'écris en projection vers le futur, vers l'espoir, vers l'espérance. Et à la base, il y a un vécu aussi, Donc il y a un vécu parfois très douloureux. Très douloureux. C'est l'arrachement, c'est la mort. Voilà. La mort de beaucoup votre de peine. frère. Il y a la mort de mon frère, oui, mais aussi les misères du monde, j'en parle aussi, les guerres, ce monde dans lequel nous vivons maintenant, où il y a plein de douleurs, il y a plein de désolation, il y a plein de... On est dans la déshumanisation, c'est ce que vous dites également dans l'ouvrage. C'est un peu cette idée-là que j'ai envie de dégager, cette idée de l'amour avec un grand A entre l'humain qui est en train de se perdre. Il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de... ces guerres de religion, c'est de tout ça que j'ai envie de parler. C'est de tout ça que je parle, avec des termes simples, avec des mots simples, avec des petites virgules, des petits points que je mets dans mes poèmes avec toute modestie, voilà. C'est ça l'idée générale que j'ai envie de transmettre. C'est un message que j'ai envie aussi de transmettre. Pour moi, la poésie, c'est écrire, mais c'est écrire aussi que je lance. Pour un monde meilleur, un monde... Mais comment peut-on aborder la douceur, la quiétude et la sérénité, vous en tant que journaliste, 30 ans, je le rappelle encore une fois, au niveau de la chaîne 2, la chaîne radiophonique algérienne d'expression berbère, où on annonce au quotidien des tragédies, des accidents, des guerres et des fléaux. La poésie est une forme de catharsis.
c'est aussi une forme d'échappatoire pour moi. Donc j'essaie de mettre un peu de douceur dans tout ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure des peines et des mots, de tout ce monde. Je le vis à travers mon travail, à travers mon métier. Je le vis de loin, mais je le sens aussi. Donc j'ai une certaine sensibilité à toutes ces questions. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est de ça que c'est toutes ces peines avec des mots joyeux et heureux que j'ai envie aussi d'étaler. Amoureux de ces nuits étoilées, j'y rêve mes soupirs, mes envies, mes désirs. Les étoiles éclairent les sentiers sinueux de mes rêves. Des rêves peints aux couleurs du paradis. Mes peines fleurissent, mes mots s'adoucissent. Mes larmes sont caresses, caresses d'une âme enfin tranquille. Une étoile, un rêve, un soupir. Chaque instant est volé au temps. Des moments arrachés à l'éternel. L'amour y est roi, il est fait sa loi. Au royaume de mes rêves, arc-en-ciel, tu y trônes en belle souveraine. Tu t'y vois dans mes souvenirs d'enfant, dans ces beaux petits moments de joie où les sourires sont innocents. Dans mon adolescence, bel âge de l'insouciance, lorsque je chantais mes espoirs, je dessinais mes souffles sur chaque étoile. Le ciel était ma plus belle étoile. J'y voyage sans me soucier des frontières. La pénombre est ma lumière. Elle m'enveloppe de sa douceur. Douceur de la nuit, on y revient. Ma bien-aimée, elle exauce mes désirs, fouille dans les profondeurs de mon âme. Elle écrit mes rêves à la plume de l'impossible. En fin de compte, en poésie, tout est possible. Les peines, les turbulences, les blessures et les fêlures s'effaceraient Il n'y a presque. surtout pas de frontières. Pas du tout. Vous abolissez les frontières. On voyage partout. On voyage dans le temps, on voyage dans l'espace. Il n'y a pas de mur. Oui. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, oui. Tous les murs sont tombés. On n'a que des images, on n'a que des rêves, on n'a que des espoirs. Donc on y plonge de manière... chacun a sa manière d'y plonger, chacun a sa manière de les voir. Voilà, donc moi je les vois dans le sombre de la nuit. La nuit m'apaise, mais on le sent, on le sent. Donc elle m'inspire. C'est votre douce ennemie presque, la nuit. On se cache un petit peu, pendant la nuit, on se cache un petit peu des douleurs de la journée, du Vous quotidien. dites, ce modeste recueil, je l'ai voulu en hommage à mon frère, emporté à la fleur de l'âge par cette maladie qu'on dit à raison silencieuse. En début de son jeune âge, il avait une grande maturité, il ne comprenait pas la méchanceté de l'humain. Et quand on vous lit, on a réellement l'impression qu'on n'avait jamais réellement guéri de sa mort, de sa disparition. Vous lui parlez tout le temps dans cet ouvrage. Oui, c'est mon petit jeune frère que j'ai perdu, Rabbi Rahmo, il s'appelle Omar. Il a été terrassé par le diabète. C'est une maladie qu'on dit silencieuse, mais elle est tragique aussi. Mais au travers de sa mort aussi, j'ai envie de dire aussi que la mort, elle fait partie de la vie aussi. Donc elle projette sur un espoir. La vie et la mort cohabitent. Voilà. Il n'y a pas de vie sans mort. Donc c'est un destin, c'est notre destin à tous. Donc il faudrait aussi, et mon frère me l'a appris, à dépasser ce stade de la mort, de vivre sa vie. Transcender. Transcender, voilà, vivre sa vie. Il avait un grand amour aux oiseaux, donc à des moineaux. C'était sa vie, c'était ça. Donc il m'a appris cette humilité. Voilà. Et on pénètre encore une fois vos douces pensées avant de refermer cet ouvrage. Mohamed Saïd Mesralia, ça s'appelle Au clair de minuit, de la poésie. Je le rappelle encore une fois, préfacé par Youssef Zirem, et c'est édité aux éditions c'est édité chez l'Harmattan. Vous écrivez: dans une maison abandonnée, dans la lisière de mes pensées, maintes souvenirs d'une enfance vieillie viennent aujourd'hui rajeunir mon esprit. Par curiosité, je suis entré dans la première pièce illuminée. Sur sa porte, il est écrit ici, la trésorerie. Des roses, des œillets et des iris sont venus à ma rencontre, enthousiasmés. Tous m'ont souri avec innocence infinie. Puis, la rose s'est approchée. Sur mon regard surpris, son doux baiser a atterri. Pourquoi nous as-tu laissés? Pourquoi nous as-tu enterrés, ensevelis sous le fardeau de l'oubli? En fin de compte, la poésie a été... C'est un retour à mon enfance, je parle un petit peu de nostalgie. Il y a souvent ce retour à l'enfance, voilà, à votre maison et voilà, surtout à votre Kabylie natale. Voilà, c'est ça. Donc, je parle un petit peu de mon enfance, de mes premières enfances aussi. Je parle de ma maison natale qu'avec la modernité, avec le temps, nous avons abandonné, alors qu'elle nous a tout donné. Acham Aqdim, oui, Acham Aqdim. Et Acham Aqdim en Kabylie,
il a beaucoup de sens, il a une certaine symbolique, il a une culture, c'est toute une civilisation. Malheureusement, c'est comme les salles de cinéma. Beaucoup Oui, de gens dans les villages ont déserté. ont détruit leurs vieilles bâtisses. Ils ont construit des villas modernes. Et ça a détruit tout un monde de vie, J'en toute fais la une description culture. dans mon livre. Les larmes en flammes, en définitive. Et puis l'art. Et on voit avec plaisir que nous baignons dans l'enfance. Oui, mais quand j'en parle, c'est pas spécialement Aham al-Qbaïl, c'est Aham al-Qdim, une maison vieille, là où nous avons vécu, on a fait la notre maison, départ. Voilà, la maison parentale, la maison Voilà. familiale, C'est la plein de maison de souvenirs. l'enfance. Le paradis, Voilà. c'est une forme de suite à votre premier ouvrage, Le paradis des imperdus. Ouais, c'est une suite, oui. Paradis des imperdus, c'est mon premier que j'ai édité en 2014 Ouais. chez Eddy Livre. C'était pour moi un jeu, je n'y croyais pas vraiment, parce que je venais de commencer à écrire. Enfin, vous avez toujours écrit. Hein. Oui, mais là, c'était pas... Édité pour la première Voilà. fois en 2014. fois, c'était un jeu. J'ai essayé, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé une adresse d'un éditeur sur Internet qui s'appelle, je peux le dire, qui s'appelle Eddy Livre. J'ai essayé, j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai fait mon petit manuscrit, et il fait 46 poèmes. Je l'ai envoyé, et à ma grande surprise, on m'annonce qu'il a été... Et la magie a opéré. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, parce que vous n'avez malheureusement pas pu l'éditer en Algérie, hein, vous avez frappé à la porte de l'Harmattan qui. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent maintenant. Donc ils me demandent où est-ce qu'ils peuvent le trouver. J'aurais aimé l'éditer en Algérie. Mais j'ai trouvé beaucoup de difficultés à l'édition en Algérie parce que les éditeurs ne prennent pas. Ils hésitent un peu à prendre la poésie parce qu'elle ne se vend pas. Dites-le. Ils disent que la poésie ne se vend pas. N'a pas de place. Voilà, n'a pas de place. Mais elle l'a. C'est le parent pauvre de la littérature. Et pourtant, elle est belle. Mais sachez que toute création a sa place sur notre plateau tous les dimanches soirs autour de 22h. Alors, 2 ouvrages nous ont réunis ce soir. Sauvons nos salles de cinéma, je vous rappelle, encore une fois, acte 2, si nos salles de cinéma m'étaient comptées. C'est une enquête aux éditions Aframed. Vous allez avoir la parole dans quelques instants. Mais également, Mohamed Saïd. Vous voulez rajouter un dernier mot? Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Un plaisir. Au milieu d'un panel d'hommes